Alors, merci beaucoup. Merci Marie pour cette belle présentation et puis merci Karine aussi de chapeauter ce panel. Alors aujourd'hui, avec Philippe, on va vous parler de la parenté en contexte entrepreneurial globalisé. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est rendu compte que lui et moi, malgré qu'on ait des sujets de recherche différents, puisque moi, je travaille sur les créateurs de start-up ici à Montréal et lui sur les nomades digitaux au Mexique. Donc malgré des terrains qui sont de prime abord différents, on a trouvé quelques liens. Et surtout, quand on a discuté de nos terrains respectifs et des choses qui ont émergé de notre ethnographie, c'était vraiment ce côté de la parentalité. C'est-à-dire les effets de leur travail, donc c'est ça à l'étranger ou ici à Montréal, et puis finalement cette quête de liberté qu'ils vont impulser dans leur travail et qui finalement, le jour où il va y avoir ce désir d'être parent, d'être mère ou d'être père, ou même parfois simplement l'idée d'avoir un conjoint ou une conjointe, on a vu en fait des petits moments de cristallisation et surtout des petits enjeux qui venaient s'installer dans leur création de projets de travail. Donc finalement, nous, comment ça s'appelle, avec Philippe, on veut vous parler de ça. Donc c'est vraiment des constats. On n'est pas encore à aboutir à quelque chose de très fini. On est vraiment en mode constat et réfléchir et puis justement susciter tout un intérêt autour de cette question sur la parentalité. Donc pour commencer, finalement, on a remarqué, parce que c'est des choses qui sont apparues dans notre terrain, et finalement, quand on a voulu faire un tour de la littérature avec Philippe, on s'est rendu compte que autant lui que moi, il y avait en fait en fait, il y avait un peu des trous dans la littérature. C'est-à-dire que moi, pour les startups, voilà, déjà, premièrement, c'est à quoi un peu va servir ma thèse, c'est-à-dire de nourrir le côté anthropologique sur les startups, sur les entrepreneurs et sur la création d'entreprises, donc notamment à Montréal. Parce que finalement, quand on parle de startup, on parle de quoi déjà, premièrement? On parle d'une idée innovante qui va être transformée en valeur marchande et finalement que les personnes vont capitaliser sur cette valeur marchande. Et donc, c'est-à-dire que toutes les recherches qui sont initialement faites sur les startups sont vraiment faites en entrepreneuriat ou en management, d'un point de vue très organisationnel et structurel. Donc, pour comprendre la performance, le succès, et puis pour comprendre aussi l'échec, mais l'échec toujours avec cette idée de succès et de performance. Donc, c'est-à-dire que même si on parle d'échec, il y a toujours cette idée de vouloir capitaliser, de croître et de développer cette entreprise pour réussir finalement. Donc, et puis aussi, on remarque que, bon, d'un point de vue un petit peu individuel, il va y avoir ce côté motivation. Qu'est-ce qui motive autant les hommes que les femmes à créer une start-up? Donc là, il va y avoir un côté très, on va dire, pratico-pratique dans le sens où certains, c'est vraiment parce que sinon, ils n'auraient pas de travail. Ou alors, il va y avoir cette idée de défi qu'on voit un peu on va dire, dans la vie de tous les jours, ce qu'on peut entendre dans les journaux, aussi dans les politiques, cette idée de défi, de refaire relever l'économie. Donc, il y a toute cette idée où on va avoir différentes motivations. Et puis surtout, après, donc là, donc, dans ce constat de la littérature, donc ça, c'est très entrepreneurial, on va avoir aussi quelques données qui vont être partagées d'un point de vue sciences sociales, mais je dirais sciences sociales un peu plus large parce que c'est peu commun d'avoir des choses en anthropologie. En fait, moi, j'ai seulement une thèse qui vient de sortir en 2021 en France, qui a été faite entre la France et la Silicon Valley. Mais voilà, en fait, c'est très nouveau. Et donc, en fait, les premières recherches qu'il y aurait pu y avoir en sciences sociales, c'était vraiment sur la création des startups Internet dans les années 2000. Donc, finalement, on était vraiment sur cette idée de simplement documenter un nouveau phénomène, un nouveau, entre guillemets, parce qu'on ne va pas rentrer là-dedans, mais cette idée de structure, d'organisation. Et puis, c'est surtout aussi, c'est cette idée qu'il y a ce décalage entre la start-up qui est considérée comme la première étape du cycle de vie d'une entreprise, et la start-up, mais en termes de culture organisationnelle, comment finalement ça change le management et comment ça crée des espaces ludiques pour faire travailler les gens d'une autre manière. Donc, quand on faisait cette revue de la littérature, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de choses sur la parenté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu soulever avec Philippe. Ouais, et c'est la même chose. Alors, excusez-moi, dans mon cas, alors juste pour info, les nomades numériques, quand on parle de ça, en fait, ce sont des gens qui font du télétravail tout en voyageant.
Donc, ce n'est pas toujours des entrepreneurs qui vont avoir leur start-up. Parfois, c'est des salariés, mais parfois, c'est la même chose, c'est des entrepreneurs. Et en fait, la littérature en ethnologie a aussi abordé la question des motivations. Donc, qu'est-ce qui va pousser une personne à, en fait, ne plus être, disons, à sortir du métro boulot dodo, si je puis dire, et se mettre à voyager tout en conduisant ses activités professionnelles. Donc, il y a eu la question des motivations, mais sinon, c'est surtout la littérature du tourisme qui s'est penchée sur la chose de la même façon que comme la littérature plus entrepreneuriale, business s'est penchée sur les startups. Là, dans mon cas, c'était plus le tourisme qui fournissait de la littérature. Donc, il y en avait, par exemple, sur les types d'infrastructures. Donc, c'est quoi les logements ou les types d'accommodation que les nomades numériques vont utiliser à l'étranger? Qu'est-ce qu'ils consomment sur place? C'est quoi leur relation avec les locaux? C'est quoi leur contribution à l'économie locale? Ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup eu la question en fait, de la conciliation travail-loisir. Donc, c'est-à-dire comment les nomades numériques vont concilier en fait leurs activités professionnelles avec le fait qu'ils voyagent, comment ils organisent ça au quotidien, tout cet idéal en fait, de combiner les deux, en fait, le fun et le work, si je puis dire. Et tout ça, en fait, ça part vraiment de... Alors, il y en a peut-être qui en ont entendu parler, mais l'ouvrage La semaine de 4 heures, qui est paru en 2014, c'est vraiment ce livre qui a comme lancé l'intérêt pour le phénomène du nomadisme numérique. Et l'ethnologie, peu à peu, en fait, suit cet intérêt du public, mais ne s'est malheureusement pas encore penchée sur la parentalité. Elle s'est penchée toutefois sur la question, je crois, dans un texte seulement sur la question de la romance, donc des relations amoureuses entre nomades numériques ou entre nomades et locaux. Il y a eu comme la question de privilège occidental qui a été abordée là à travers ça, etc. Mais aucune mention, en fait, encore de parentalité là-dedans. Donc, si tu veux passer ensuite. Ouais, c'est bon. Donc, en fait, ça, c'est juste comme une espèce de, voilà, une représentation visuelle un petit peu de ce qu'on vient de vous dire. C'est juste pour, dans le fond, pour illustrer, c'est qu'on a comme, dans le fond, nos littératures respectives qui vont comme un petit peu chevaucher, effleurer comme la parentalité comme préoccupation qu'on a remarqué chez nos participants. Mais dans nos domaines respectifs, on n'est pas encore là. Ce qui est un petit peu surprenant parce que du côté, en fait, si je peux dire, dans les médias comme, comment dire ça, les médias traditionnels comme les journaux, les médias sociaux, si tu veux bien changer la diapo, on n'a pas du tout la même chose. Donc là, ça, c'est juste, encore une fois, représentation visuelle, c'est des extraits de titres d'articles de journaux et d'articles de blog, donc faits par des journalistes et par des entrepreneurs, des nomades numériques, etc. Et ça résulte d'une recherche de 2 minutes, même pas. Et, et donc, dans le fond, c'est juste... Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Mais dans le fond, c'est juste pour illustrer vite fait, c'est que l'intérêt, en fait, du public, des entrepreneurs, des nomades numériques pour la question de la parentalité, elle est là. Genre, et ils en parlent, que ce soit dans les journaux, que ce soit sur les blogs, mais la littérature est en fait un petit peu en retard, si on veut. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas dire dans la vraie vie, mais dans le côté non théorique et académique, finalement, il n'y a pas tous ces enjeux qui vont être traités, alors que finalement, les personnes eux-mêmes, les personnes avec qui on va avoir fait des entrevues, vont nous en avoir parlé, alors que ce n'était pas nécessairement ce sur quoi nous, on s'en allait, mais c'est des enjeux qui les touchaient, et donc c'est pour ça qu'ils nous en ont fait part. Et donc, c'est ce que disait Philippe, finalement, quand on regarde sur Internet, il y a beaucoup de contenu, alors que dans la littérature, d'un point de vue académique, malheureusement, on n'a pas encore ce côté qui s'y intéresse, en fait. Et donc voilà, maintenant, on va pouvoir vous parler des cas concrets, de comment ça s'est concrétisé finalement sur le terrain, pourquoi on a eu cette réflexion et cette envie de vous partager tout ça, finalement. Mm-hmm. Ouais, donc, dans le fond, dans mon cas, alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, alors, j'ai fait comme Camille l'a dit, mon terrain était au Mexique l'automne dernier.
Et j'ai eu l'occasion de faire donc des entrevues en personne, de l'observation participante. Et une de mes questions lors des entrevues portait justement à comment ils envisageaient leur avenir. Donc, c'est-à-dire comment ils voyaient en fait leur poursuite du nomadisme numérique, afin comme un petit peu de les amener à parler de est-ce qu'ils voulaient des enfants? Parce qu'une chose à savoir, c'est que alors, la majorité de mes participants, j'avais 12 participants, 11 étaient célibataires sans enfants. Un seulement était père de famille et il était devenu nomade après avoir eu ses 3 enfants. Donc, la grande majorité de mes participants n'étaient pas. Je crois qu'il y en avait une qui était en couple, mais sinon, les autres étaient célibataires et sans enfants. Et donc, quand on a la question de la parentalité comme a fait surface dans les entrevues, ce que j'ai entendu beaucoup, alors, c'est que, déjà, c'est qu'il y a peu d'exemples. Sur Internet, oui, il y en a. On peut trouver comme des articles qui sont très bruyants, très populaires, genre des gens qui vont parler de leur famille nomade, de leur famille qui voyage en bateau, en van. Ces familles-là vont parfois avoir même des livres publiés. C'est très médiatisé, mais en soi, sur le terrain, sur la route, ce genre de famille ne se rencontre pas vraiment. Donc, au quotidien des nomades numériques, il n'y a pas trop des exemples de parentalité nomade sur laquelle se baser. Ensuite, il y a la question dans le fond, comment toute la parentalité vient comme un petit peu entrer en conflit avec les projets personnels comme de travail et de voyage. Donc, par exemple, comment, dans le fond, élever ses enfants alors qu'on a comme un quotidien assez chargé. Il n'y a pas seulement le travail, mais il y a la question des déplacements, la question de toujours s'adapter un tout petit peu à un environnement différent selon la fréquence à laquelle on se déplace. Au niveau, par exemple, plutôt des femmes particulièrement, il y avait la question comme de la grossesse. Comment vivre une grossesse à l'étranger? Comment devenir parent à l'étranger? La simple question des rendez-vous avec un gynécologue ou faire le suivi de la grossesse. Comment on fait ça dans un pays qui n'est pas le sien? Ou est-ce qu'on n'est pas forcément résident? Est-ce que ça veut dire mettre son projet entrepreneurial de nomadisme sur pause et revenir chez soi dans son pays natal, etc. Il y a aussi la question du manque d'infrastructures qui a été soulevée. Les nomades numériques étant surtout en ce moment comme plus une population genre de jeunes, parce que c'est un phénomène qui est tout de même assez récent, ça date des milieu des années 2010. Donc, les hôtels, les espaces de co-travail, tout ça sont pas faits pour des familles, par exemple. Donc, comment s'occuper des enfants dans un contexte comme ça? Donc, il y a tous ces enjeux, en fait, qui font comme un petit peu paraître la parentalité dans le discours de certains nomades presque comme un obstacle ou comme quelque chose de pas compatible, disons, avec des projets entrepreneuriaux ou nomades. Oui, et pour suivre avec ce que Philippe vient de dire, dans mon cas, j'ai fait un terrain ethnographique de 1 an et 6 mois. Pourquoi finalement si long? Parce qu'entre-temps, il y a eu la pandémie, comme on le sait tous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pareil, en fait, mon idée déjà, premièrement, c'est que je travaille, c'est ça, sur les entrepreneurs, la création de start-up ici à Montréal. Et dans mes questions, dans ma façon de faire mes entrevues, je ne parlais pas nécessairement de la parenté, en fait, de comment ils s'organisent eux-mêmes, quels sont leurs projets, on va dire, comme Philippe. Finalement, en fait, c'est venu en fait, à travers des questions pour connaître un peu comment ils s'organisaient, comment ils voyaient leur start-up et comment finalement ils s'investissaient dans leur entreprise. Et c'est au moment de parler un peu de comment ils conjuguaient leur vie privée, mais même leur vie privée à eux tout seuls, parce qu'il y a tous ces problèmes de santé mentale chez les entrepreneurs. Donc, comment ils vivaient leur santé et comment ils vivaient leur vie personnelle à eux avec leur travail. Et c'est en parlant de ces enjeux-là que finalement la question s'est posée. Et finalement, Philippe donne l'exemple de 12 contre 1. Finalement, moi, dans mon cas, sur 35 entrevues, j'ai seulement une personne qui m'a vraiment, qui a vraiment ce souhait d'avoir des enfants.
Donc, d'autres sont en couple ou d'autres sont dans des relations plus ou moins stables, mais il y a cette idée qu'il y avait vraiment cette personne, cette femme qui voulait avoir des enfants et qui, avant la pandémie, m'en avait déjà fait part. Et en fait, tout son projet entrepreneurial, donc cet investissement, il était autant en temps, en énergie qu'en argent, était vraiment pour son travail, mais ensuite, elle mettait aussi les jalons de l'installation de son entreprise pour pouvoir ensuite se permettre d'être mère. Et c'est vraiment ces termes. C'est l'idée de se dire de se permettre de le faire. Et si ce n'est pas possible, ça sera encore mis en suspens. C'est-à-dire que depuis déjà plusieurs années, elle n'était pas capable de mettre ce projet à bien avec son partenaire parce que finalement, pour elle, sa stabilité de travail n'était pas là et elle voulait quand même que ça soit plus ou moins stable parce qu'elle n'allait pas gérer l'entreprise de la même façon, elle n'aurait pas été présente de la même façon. Donc déjà, on voit que sur 35 entrevues, on a vraiment une femme qui nous parle de ça. Et puis ensuite, quand moi je parlais, donc c'est ça, quand j'ai parlé de bien-être au travail avec eux, ils m'ont beaucoup parlé de santé mentale. Et donc cette santé mentale venait avec leur façon de gérer leur vie privée, avec leur manière de créer leur entreprise. Et finalement, il y avait cette idée que, donc là je parle d'incompréhension des proches. Pourquoi? Parce que finalement, même l'idée de créer une entreprise, il y avait cette incompréhension en termes de surinvestissement de temps, d'énergie, et puis de non-partage, on va dire, de leur vision et de leur façon de vivre en fait leur travail. C'est-à-dire qu'en comparaison autant avec leurs parents ou des amis qui peuvent avoir un travail un peu plus classique de 9 à 5, et donc finalement, même de rencontrer des gens, de sortir le soir, d'avoir un conjoint, une conjointe, d'avoir des enfants, d'avoir une vie qui remplit un peu plus des critères de normalité, entre guillemets, finalement, il y avait ce décalage entre eux. Et puis finalement, c'est ce qu'il me disait, qu'il y avait tous ces changements qui venaient les affecter. Et au final, pour eux, c'était très compliqué de mettre en place déjà d'avoir un conjoint ou une conjointe qui comprennent peut-être pas les heures de travail qui passaient sur leur entreprise. Et puis ensuite, l'idée d'avoir des enfants était vraiment quelque chose de compliqué pour eux à ce moment-là. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues. Et puis notamment, par contre, avec la pandémie, ça s'est un peu plus cristallisé. C'est-à-dire que tous les changements qu'il y a eu avec cette pandémie, à la fois, ça a rassuré certains, parce qu'en fait, pour eux, finalement, tout ce qu'ils vivaient de très fort en termes de changement et d'incertitude au quotidien, là, ils n'étaient pas les seuls à les vivre, donc le monde entier les vivait. Donc finalement, ils se sentaient moins seuls. Et puis, pour certains, ça a été l'occasion de ralentir un petit peu et là finalement pour cette dame par exemple d'avoir justement son enfant et j'ai pu faire l'entrevue avec elle à ce moment-là. Donc voilà, c'est des constats qu'on fait avec Philippe et c'est des choses qui finalement on pense très pertinent d'étudier pour l'avenir, entre guillemets, pour autant la discipline, mais pour remplir un vide qui malheureusement existe, alors qu'il y a cet intérêt pour tout ça. Et puis, finalement, on voulait parler des pistes de certaines réflexions. Donc, c'est ça, comment la parentalité est perçue dans un contexte entrepreneurial globalisé. Donc, finalement, pour nous, notre contribution, elle s'est vraiment faite au niveau de nos observations et de ce manque de la littérature parce que, finalement, si les gens ne nous en avaient pas parlé, on n'aurait pas eu connaissance de ces choses-là nécessairement, en fait. Parce que nous-mêmes, autant moi que Philippe, on ne partait pas sur des enjeux comme ça sur nos travaux. Et c'est des choses, grâce à l'induction et à l'ethnographie qui sont venus et qui justement font écho. Et là, on se rend compte que c'est intéressant de le mettre, en fait, de l'inclure et donc de commencer. Donc, on s'est dit que voilà, commencer à en parler, commencer à essayer de fouiller tout ça et de commencer à en fait, de montrer à tout le monde qu'il y a un petit souci et peut-être susciter l'intérêt pour des prochaines recherches. Donc voilà. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention.